Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Mélène, c'est une fille, vraiment, elle est éveillée. Elle se soumet à des ordres qu'on lui donne. Même sur WhatsApp, même, ils ont dit qu'elle a eu 3 enfants avec lui. Dès qu'elle est rentrée dans la maison, il a fermé la porte. Il n'a même pas cherché à la violer, c'est pour la tuer seulement. Le 24 juin 2018, un dimanche noir à Bangolo. Yoro Mélène Taha, une jeune fille de 19 ans, est froidement égorgée et vidée de son sang par un homme, un vendeur de chaussures, dont le stand se trouvait juste devant sa cour familiale. C'est un homme que la famille connaissait, à qui elle a bien voulu ouvrir ses portes dans un élan de générosité. Daouda, le marchand de chaussures, venait donc dans cette maison pour regarder la télévision, mais pas que. Il nourrissait dans son cœur des projets malsains. La famille Yoro était loin de s'imaginer que ce jeune homme au visage angélique lui porterait l'estocade. La scène de crime est d'une horreur indescriptible qui soulève plusieurs questions, dont la principale est: pourquoi cet acharnement sur cette jeune fille innocente et pleine d'avenir? Focus Faits Divers vous propose cette histoire en 2 parties. Les images sont insoutenables. Attention. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, la ville de Bangolo fait office de capitale politique de la région du Guémon pour les populations autochtones Wè, appelées Guéré. Cette ville, essentiellement agricole, fait frontière avec les départements de Dieukwé, Man, Danané et Vavois. Bangolo, ça veut dire ville du progrès, ville du bonheur, ville de croissance, ville qui est amenée à se développer. C'est ici que vivent Yoro Mélène Taha, 19 ans, et sa grand-mère. Venue au village en 2018 suite au décès du mari de sa tante et mère adoptive, la jeune fille a choisi de rester depuis 2 mois seulement à Bangolo pour s'occuper de sa grand-mère. Mélène, c'est une fille, vraiment, elle est éveillée. Elle n'a jamais manqué de respect. Alors, elle était aimée parmi mes enfants. Elle aime beaucoup jouer, elle taquine les gens. C'est une jeune fille qui est calme, elle n'aime pas tellement les histoires. Elle se soumet à des ordres qu'on lui donne. Avec sa tante et mère adoptive, Mélène a des liens très forts. Plus qu'une mère, c'est une amie avec laquelle elle partage tout. Elle m'a appelé samedi matin. Maman, je veux un peu d'argent. Je lui ai promis que lundi, elle t'envoyait l'argent. Au nouveau quartier où elle vivait avec sa grand-mère, Mélène et sa famille entretenaient des relations de voisinage avec un commerçant nommé Daouda, dont le stand jouxte la cour familiale. Il vendait les chaussures devant la porte de ma maman, qu'elle est chez elle. Donc, elle est dans la cour, elle prépare pour sa grand-mère. Donc, de temps en temps, ils sont là-bas pour regarder la télé chez la vieille. Derrière la proximité entre son stand et la cour familiale de Mélène, Daouda nourrissait-il des intentions pour la jeune fille de 19 ans? Pourquoi se rapprochait-il de sa famille, au point d'aller regarder la télévision dans cette résidence? Certains sont persuadés que le vendeur de chaussures filait le parfait amour avec Mélène. Une version battue en brèche par la mère adoptive de cette dernière. Même sur WhatsApp, même, ils ont dit qu'elle a eu 3 enfants avec lui. Mélène, seulement parmi mes enfants, elle ne connaissait pas garçon. Et puis elle était la grande de toutes les filles qui vivaient avec moi. Ce n'est pas à 2 mois elle va venir au village et puis elle va connaître garçon pour faire 3 enfants avec ce dernier. Non, non, non. Les gens ont dit ça, c'est des mensonges. Daouda, le vendeur de chaussures, cache très bien son jeu, jusqu'à la date fatidique du dimanche 23 juin 2018, où le voile sera levé sur sa face obscure.
Dans la nuit du samedi 22 juin 2018, Daouda demande à Mélène de lui acheter un insecticide. Mais à son retour, le vendeur de chaussures n'est plus à son stand. Fort de leur lien de voisinage, la grand-mère autorise Mélène à envoyer l'insecticide au domicile de Daouda. Elle était loin d'imaginer qu'elle ne la reverrait plus jamais. Dès qu'elle est rentrée dans la maison, il a fermé la porte sur elle. Il a pris machette. Il s'est battu avec elle jusqu'à il a lutté. C'est une fille, lui il est un garçon. Il a lutté, il a commencé à la macheter. Il a mis un coup de machette ici, il a mis l'autre ici. Son sang là, il a mis dans les seaux. Il n'a même pas cherché à la violer, c'est pour la tuer seulement. La scène est d'une horreur indescriptible. La jeune fille de 19 ans semble avoir subi un véritable acharnement que rien ne laissait présager a priori. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette scène? Daouda était-il un ritualiste avec pour couverture le métier de vendeur de chaussures? La suite est encore étrange, car le criminel présumé a attendu le jour à côté de sa victime avant de se constituer prisonnier tôt le matin à la gendarmerie. Sous la porte de la maison de Daouda, le sang de la victime, qui coule tel un ruisseau, ne tarde pas à attirer l'attention des voisins. Les voisins du monsieur, tout d'un coup, ils voient le sang qui sort par la porte. Ils ont commencé à crier. Ils ont tué quoi dans la maison? Ils ont cassé la porte pour trouver le corps de la petite fille égorgée. On a trouvé le sang dans le seau, dans la chambre. Lorsque les gendarmes se rendent sur la scène du crime, ils sont frappés par la violence du meurtre. Les explications du criminel présumé ne convainquent pas les enquêteurs. Au contraire, quelques éléments de preuve laissent peu de doute quant à l'identité du criminel. Quand il a macheté là, il a pris son sang, il l'a mis dans les seaux, les bouteilles. La gendarmerie même est partie trouver ça là, puis il dit non, toi tu dis il t'a agressé. Ceux qui t'ont agressé là, ce sont ceux qui ont pris ça là pour mettre dans le seau. D'autres personnes qui le connaissaient avant disent que c'est son habitude. Il a fait ça dans un village et puis il a fui pour venir à Bangolo. Telle une traînée de poudre, la triste nouvelle se répand dans la ville avec son corollaire de rancœur et de colère. Elle parvient aux oreilles d'un oncle de la petite Mélène, conducteur d'ambulance à l'hôpital central de Bangolo. C'est lui qui alerte toute la famille. Puis les réseaux sociaux se chargent du reste. À ma grande surprise, un dimanche matin, on m'appelle. J'étais à l'église même, on m'appelle et on me parle de sa mort. Ce jour-là même, j'étais devenue folle même. Parce que je viens de perdre mon mari 2 mois plus tôt. J'étais traumatisée même. Je revenais du champ et c'est comme ça qu'on m'a annoncé les nouvelles. On a tué une petite fille à Bangolo là-bas. Il y a mon neveu qui est venu. Quand il avait dit, papa, on dit qu'on a tué Mélène. J'ai eu vraiment... J'étais pas à moi-même. Ce dimanche 23 juin 2018, la tranquillité de la ville de Bangolo, voire de toute la région, va soudainement être rompue. Ce jour-là, il n'y a pas eu de marché parce que tout était en branle. C'était terrible. Nous-mêmes qui vivions même dans le quartier, ce n'était pas facile. Les crimes impunis dans la région et la crise militaro-politique survenue en Côte d'Ivoire ont, semble-t-il, envenimé la situation, d'autant que l'assassinat de Yoro Mélène Taha était le 25e cas de meurtre, selon une source. Les gens avaient quand même de mauvais souvenirs parce qu'en 2017 déjà, une jeune fille avait disparu et par la suite elle a été retrouvée morte. Les gens ont voulu forcément que le coupable soit retrouvé. La première personne qui avait tué la fille en 2017 n'a jamais été retrouvée jusqu'à présent. Laurence Nyondé, dit Laurence Bado, met un trait sur ses activités du jour et prend les rênes de la situation. Tant bien que mal, Laurence Bado tente d'éteindre le feu du mécontentement grandissant chez les populations. C'est elle qui conduit la famille à la morgue. On nous empêchait même de voir le corps de la fille. Étant le père, les morgues m'ont permis d'aller voir le corps. Quand j'ai vu le corps de ma fille,
Je n'étais pas en moi-même. Elle a été machetée, sérieusement. Quand j'ai vu la petite dans cet état, je ne savais même pas où j'étais parce que le sang qui jaillissait, vraiment. À la gendarmerie, la meneuse de troupe Laurence Bado découvre le présumé coupable en détention. Un homme, dit-elle, étourdi, apeuré. Il sera transféré plus tard à Mans sous l'escorte des pelotons mobiles venus de la ville qui sécurisent la gendarmerie locale. Avec plusieurs femmes sous le choc, elles mettent ensuite le cap sur Bewezania, village d'origine de la victime Yoro Mélène Taha. Au fur et à mesure, d'autres femmes grossissent les rangs. La préoccupation immédiate de Laurence Bado, comment éviter le chaos? Car le schéma est fait. Une seule étincelle suffit pour incendier tout le département, voire la région. Selon une source anonyme, Yoro Mélène Taha est la 25e victime de crimes crapuleux impunis à Bangolo depuis la fin de la crise post-électorale de 2010-2011. Égorgé et vidé de son sang, le corps sans vie de la jeune fille de 19 ans se refroidit à la morgue tandis que la température monte dans la ville et la région. Les populations autochtones veulent en découdre avec la communauté allogène dont est originaire le criminel présumé. L'affrontement semble inévitable. C'est alors qu'intervient une femme téméraire, Laurence Bado, qui occupe le devant de la scène pour faire baisser la tension. Parviendra-t-elle à éviter le chaos? Vous le saurez dans la seconde partie de cette histoire. Bonsoir.